Merci beaucoup. Tout d'abord, je tiens à féliciter le bureau de la SMEDIAN pour l'excellent programme et pour l'excellente organisation du congrès. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de partager avec vous une petite expérience sur l'apport de l'IA dans la prédiction précoce du déclin cognitif chez les patients diabétiques. Et comme vous le savez bien, la cognition englobe plusieurs fonctions, notamment la mémoire, l'attention, l'orientation, le langage, les fonctions exécutives. Et le vieillissement, en fait, c'est un processus qui va entraîner en fait un déclin cognitif mineur sans qu'il y ait pour autant un passage à la dépendance. Donc, alors que le vieillissement dans les maladies chroniques va être accéléré. Donc, vous voyez la pente M, et donc il va évoluer vers la perte d'autonomie. Et donc on aura au cours de la vie des épisodes réversibles qui vont entraîner un déclin cognitif réversible. Le déclin cognitif, c'est quoi? En fait, c'est une diminution des performances dans un ou plusieurs domaines cognitifs et qui peut aller de ce qu'on appelle le trouble cognitif léger, le MCI qu'on va appeler ici au cours de la présentation, qui est un déficit objectif d'un ou de plusieurs domaines cognitifs sans perte d'autonomie et qui peut évoluer vers la démence, donc qui est un déclin cognitif durable, donc sur plus de 6 mois, sur plusieurs domaines cognitifs et qui va entraîner donc in fine une perte d'autonomie. Cette évolution, elle se fait, sa prévalence, elle est de 8 à 15% par an et au-delà de 6 ans, 80% des patients qui présentent un déclin cognitif léger vont évoluer vers la démence. Alors, qu'en est-il du diabète et de son effet sur la cognition? Donc, les chiffres ont été publiés récemment dans le 11e atlas du diabète de l'IDF. Et donc, le diabète augmente le risque de démence de 56% par rapport à la population non diabétique. 2,6% de tous les cas de démence dans le monde sont dus au diabète. Et dans le diabète, donc la démence d'origine vasculaire est 2 fois plus fréquente que la démence de type Alzheimer. Et plus on aura le diabète jeune, plus le risque de développer la démence est élevé. Et donc une année d'ancienneté du diabète va entraîner une augmentation de ce risque de 1,9%. Et la prévalence du trouble cognitif léger, elle varie dans les études de 25 à 47,5%. Dans les études. Pourquoi le patient diabétique va développer le déclin cognitif de façon plus accélérée et plus importante? C'est dû à beaucoup de troubles métaboliques, notamment à une insulinorésistance cérébrale qui va entraîner une diminution de la plasticité synaptique, aux fluctuations de la glycémie, aussi bien les hypos que les hyper qui vont entraîner un stress neuronal, à l'inflammation et au stress oxydatif qui va entraîner une activation de la neuroinflammation, aussi à la dysfonction mitochondriale qui va aboutir à l'apoptose cellulaire. Aux troubles métaboliques qu'on connaît chez le patient diabétique, donc vont se rajouter les facteurs de risque cardiovasculaire, notamment l'hypertension, la dyslipidémie, les autres maladies cardiovasculaires, la prédisposition génétique et aussi les facteurs classiques qu'on connaît, l'âge, le niveau d'éducation, la dépression, la sédentarité, le tabagisme et aussi l'histoire familiale. Donc, cette relation entre le diabète et le déclin cognitif, elle est bidirectionnelle. Donc, le diabète va aggraver le déclin cognitif et le déclin cognitif va entraîner une aggravation du diabète via une baisse de l'adhésion thérapeutique, donc les oublis de prise, les erreurs de dose, la difficulté à interpréter les glycémies et à ajuster les traitements, les grandes variabilités glycémiques, donc les hypoglycémies non reconnues, les hyperglycémies non prises en charge et aussi un risque accru d'hospitalisation dû aux complications aiguës. Et donc, tout cela va aboutir en fait à une altération de la qualité de vie et à une perte de l'autonomie du patient, d'où l'intérêt d'un dépistage précoce. Donc, il est important d'identifier ces patients qui sont à risque de perte d'autonomie afin d'adapter la prise en charge et les schémas thérapeutiques, les rendre plus simples et plus sécurisés.
Alors, pour qui il faut faire ce dépistage? Les guidelines ADA 2025 recommandent de faire ce dépistage chez tous les sujets âgés de plus de 65 ans ou plus, dès la première visite, puis après une année et selon la situation clinique, mais également chez des patients moins âgés, mais chez qui on va trouver qu'ils oublient les injections, qu'il y a une diminution de la capacité de reconnaître ou de prévenir ou de traiter l'hypoglycémie. Donc, comment va-t-on évaluer ce trouble cognitif? Donc, il y a 3 outils qui sont validés pour le dépistage par l'ADA. Il y a le Montréal Cognitive Assessment, qui est en fait disponible sur le net. C'est une thèse de la faculté de médecine et pharmacie de Fès qui ont traduit donc le MOCA en arabe dialectal, mais il est disponible dans toutes les langues. Il y a aussi le MMSE qui est donc un outil rapide et largement utilisé particulièrement dans les études cliniques, et donc un score supérieur à 27 est généralement normal. On a aussi le mini-cog qui est très simple, donc en fait, le principe c'est de retenir 3 mots et d'écrire l'heure sur une horloge, donc et un score inférieur à 4 donc fait le diagnostic du déclin cognitif. Donc, ces outils sont intéressants parce qu'ils sont simples, mais ils ont des limites. Les limites qui sont rapportées dans la littérature sont notamment les biais qui sont liés à l'âge, au niveau d'éducation et aussi à la langue. Le manque de sensibilité, particulièrement pour les troubles cognitifs légers, et donc il y a un risque de faux négatif. Aussi, une évaluation partielle, en fait, particulièrement donc le fait que ça n'évalue que certains domaines et pas d'autres. Et puis, cette approche, elle est ponctuelle et subjective, et donc on n'a pas d'idée sur la dynamique du déclin, et ça n'intègre pas des paramètres métaboliques qui sont importants en fait chez le patient diabétique dans notre contexte. Alors, pourquoi aller au-delà du dépistage? Parce que ces tests ne suffisent pas pour anticiper le déclin. On a vu que, au bout de 6 ans, 80% des patients qui sont en mild cognitive impairments vont évaluer vers une démence. Et donc, c'est ici que peut intervenir l'IA pour analyser et faire une analyse prédictive et prédire, en fait, ce déclin cognitif de façon précoce chez les patients diabétiques, même avant l'installation des signes cliniques. Et donc, ceci a fait l'objet d'une étude pluridisciplinaire, donc où on a essayé de développer un modèle d'apprentissage automatique basé sur l'IA, particulièrement sur le machine learning, pour prédire le trouble cognitif léger chez les patients diabétiques de type 2. Et donc, je rappelle brièvement le principe en fait de l'IA. On va donner de la data, et donc à partir de cette data, l'apprentissage des machines va reconnaître en fait des schémas pour soit donner un pronostic, soit prédire un diagnostic ou prédire des complications, et avoir en fait l'objectif ultime, c'est d'avoir des systèmes de décision, des systèmes de support de décision en pratique clinique. Donc comment ça fonctionne? Donc on va donner de la data qu'on doit nettoyer, c'est-à-dire on doit voir la qualité de notre data. Est-ce qu'il y a des missing values? Est-ce qu'il y a des outliers à supprimer? Parce que comme on dit dans le jargon de l'IA, garbage in, garbage out. Il faut que la data soit de bonne qualité pour qu'on ait un algorithme de prédiction qui soit de bonne qualité. Alors ensuite, donc le modèle va apprendre à associer ces données à un résultat connu. Ici, c'est déclin cognitif ou pas déclin cognitif. Ensuite, on va valider ces outils, ces algorithmes via donc des analyses de performance, donc via ce qu'on appelle des matrices, des indicateurs de performance de ces algorithmes, pour ensuite donner, en fait, on va, à partir de l'algorithme, bon, je vais m'arrêter pour boire. Donc, à partir de ces algorithmes, donc on arrivera à sélectionner les variables qui expliquent le plus, et qui influent le plus cette prédiction, pour pouvoir faire des conclusions, celles qui nous intéressent le plus, c'est-à-dire les conclusions cliniques. Et donc, pour ce faire, nous avons choisi une cohorte de 100 patients qui ont été inclus dans le cadre d'une étude
prospective qui a été réalisée à l'hôpital Cheikh Khalifa. L'objectif de cette étude était d'étudier la prévalence et les facteurs du risque du trouble cognitif mineur chez les patients diabétiques de type 2. Et le critère principal de jugement était le mild cognitive impairment, le trouble cognitif léger, via le calcul du MMSE. Alors, notre première étape était de nettoyer la base de données et donc de faire une analyse exploratoire. Donc, on n'avait pas de missing value. Et on avait une distribution, ici l'encadré rouge, qui était équilibrée. Donc, pour faire une bonne prédiction, il faut qu'il y ait à peu près autant de oui que de non. Autant de patients qui ont la variable qu'on veut prédire que de patients qui n'ont pas la variable qu'on veut prédire. Ici, on était à presque du 50-50. Ensuite, pour améliorer la discrimination du modèle, donc on fait des corrélations pour pouvoir en fait voir quelles sont les variables qui expliquent le plus, qui ont une corrélation linéaire avec le mild cognitive impairment. Dans notre cas, vous voyez l'encadré vert, il n'y avait aucune valeur qui était inférieure à 0,5, donc il n'y avait pas de corrélation linéaire, donc on a dû inclure l'ensemble des 21 variables, ce qui justifie en fait le recours aux algorithmes de machine learning. Donc l'étape suivante était de faire ce qu'on appelle le data splitting, donc c'est un entraînement, donc c'est du learning. Donc pour apprendre, il faut donner de la data, mais faire un entraînement, puis faire des tests et valider à la fin. Donc, on a pris 5% de la data, ce qu'on appelle la unseen data. C'est la data qu'on va pas montrer à la machine, qu'on va garder à la fin pour la validation définitive. Pour les 95% de la data, donc on les a splittés en à peu près 70% et 30%. Donc les 70%, c'est les données sur lesquelles l'algorithme va en fait apprendre à prédire le déséquilibre. Et la partie test, en fait, c'est pour faire une première validation et aussi pour sélectionner les algorithmes qui sont capables de prédire le mieux le mild cognitive impairment et aussi de définir, en fait, pouvoir sélectionner les variables qui sont les plus influents dans la prédiction du déclin cognitif. Donc, l'étape suivante était d'aller vers l'apprentissage. Et donc, la première étape, c'est d'entraîner l'algorithme sur toute la base de données. Donc, on a utilisé une douzaine d'algorithmes de machine learning. Ensuite, on sélectionne les variables les plus influents avec les modèles qui sont les plus, on va dire, pertinents et performants dans la prédiction du déclin cognitif. Ensuite, la troisième étape, et qui nous intéresse le plus, c'est de pouvoir en fait réentraîner les modèles pour avoir une meilleure précision, mais surtout d'identifier et classer en fait les facteurs prédictifs majeurs du déclin cognitif via un graphique. En fait, on va voir le point de nuage et l'interpréter ensemble. Donc, dans la base de données, la prévalence du déclin cognitif était de 47,5%. Donc, on avait fait un premier entraînement sur la data. Ensuite, on a sélectionné les algorithmes qui prédisaient le plus le déséquilibre, le déclin cognitif. Et sur cette base-là, donc à partir de ces deux modèles, nous avons pu faire une sélection récursive des caractéristiques qui influent le plus dans le déclin cognitif. Et donc, ces variables étaient la rétinopathie diabétique, l'âge du patient, la microalbuminurie, la créatinurie, le LDL cholestérol et l'hémoglobine glyquée. Ensuite, sur le test, donc, on a refait un autre entraînement avec les variables sélectionnées, ce qui nous a permis en fait de définir le meilleur algorithme qui permet de prédire le déclin cognitif. Ici, on est à 82% de prédiction. Et à la fin, donc, on a utilisé la data qu'on n'a pas montrée à la machine, ce qu'on appelle la unseen data. Et donc, on a d'excellentes performances. On est à peu près 93% de prédiction du déclin cognitif. La partie la plus importante, c'est quand on va étudier
et mieux comprendre la contribution de chaque variable dans la prédiction du déclin cognitif. Ici, on voit que la rétinopathie est en fait la variable la plus, on va dire, l'indicateur le plus performant et le plus influent dans la prédiction du déclin cognitif. Et en fait, vous voyez que il y a vraiment une discrimination entre les points bleus et les points rouges. Il n'y a aucun point rouge qui est dans les points bleus. Ça veut dire que quand on n'a pas de rétinopathie diabétique, la machine ne prédit aucune évolution de déclin cognitif et que tous les patients qui avaient une rétinopathie diabétique avaient un déclin cognitif. L'âge était le deuxième facteur, mais vous voyez qu'il y a un mélange en fait de points rouges et bleus, ce qui veut dire qu'il y a d'autres cofacteurs qui influencent, qu'il y a de la variabilité interindividuelle. Le troisième facteur était la microalbuminurie, et donc ici, il y avait une discrimination microalbuminurie, pas de microalbuminurie. Pour le LDL, il y avait de la variabilité. Pour l'hémoglobine glyquée aussi, ça se comprend parce que l'hypoglycémie va induire le déclin cognitif, et donc c'est normal qu'il y ait des points rouges dans les points bleus. Et le dernier facteur était la créatininée. Donc, l'algorithme a démontré le lien entre les complications microvasculaires, le profil métabolique et le déclin cognitif chez le patient diabétique. Et on a pu, grâce à un modèle IA, de mettre en évidence qu'avec des biomarqueurs simples, il y a une possibilité de prédiction précoce à faible coût du déclin cognitif. Cette étude avait certaines limites, le fait qu'elle soit plus ou moins petite, parce qu'on a besoin de vraiment de big data pour faire de meilleurs algorithmes, et donc on a aussi un besoin de validation externe et multicentrique avec de plus larges cohortes. Donc c'est la prochaine étape, c'est de valider et automatiser ce modèle pour pouvoir l'utiliser en pratique, pour pouvoir prédire le déclin cognitif et ajuster la prise en charge thérapeutique des patients à risque de déclin cognitif. Donc, le déclin cognitif est une complication fréquente, mais souvent silencieuse, chez le patient diabétique de type 2. Le dépistage, classique, il est facile avec des outils simples, mais ça ne suffit pas pour anticiper la trajectoire cognitive. Et l'IA, en fait, elle a permis de prédire de façon efficace le déclin cognitif et de faire des conclusions sur, on a identifié la rétinopathie comme étant un marqueur majeur de déclin cognitif. Et donc, c'est une ouverture pour développer des outils de support de décision dans le déclin cognitif pour une meilleure prise en charge. Donc, ce travail, il est le fruit d'un travail et d'une collaboration multidisciplinaire. Donc, en fait, quand je voulais chercher une photo, j'ai vu qu'on a travaillé des années ensemble, mais qu'on n'a pas une seule photo ensemble. Donc, je remercie l'ensemble des co-auteurs et toute l'équipe qui a participé à ce travail. Et donc, l'avenir est de pouvoir le déployer et l'utiliser en pratique. Et je vous remercie pour votre attention.